Donc en fait, on a coutume de dire que notre système de santé est excellent, c'est probablement vrai, mais il n'en reste pas moins qu'il est dans un certain nombre de domaines difficile de se faire opérer en France, pour différentes raisons. Et donc nous avons souhaité organiser une session sur ce sujet. Et donc il y a plusieurs aspects sur... Il faut avoir travaillé en transplantation pour pouvoir arriver la mine réjouie des receveurs quand on leur dit qu'ils ont un donneur qui attend depuis des années. C'est quand même un vrai sujet. Il y a le problème de où se faire opérer. Faut-il forcément se faire opérer chez soi? Est-ce que c'est mieux ou au contraire? Est-ce que c'est un problème? Il y a le problème de l'accès aux nouvelles opérations. Les chirurgiens, ils ont plein d'imagination, aidés par les nouvelles technologies en permanence, ça bouge tout le temps. Pour autant, ces innovations sont-elles validées? Comment les valider? Est-ce qu'on peut y avoir accès rapidement? On parle beaucoup des urgences, mais il n'est pas toujours facile de se faire opérer en urgence dans un établissement, et ça peut avoir des conséquences. Et enfin, il y a cette histoire ancienne de tarifs des actes, de tarifs de consultation, avec le problème des mutuelles, et qui là aussi peuvent freiner les patients dans l'accès à la chirurgie. Alors, j'ai appelé François Richard m'avait dit qu'il ne serait probablement pas là, mais comme je sais, je lui avais demandé initialement de modérer cette session, car je sais qu'il s'est beaucoup investi depuis plusieurs années dans tous ces sujets. Donc je lui demande de venir co-modérer avec nous. Et donc on va pouvoir commencer la séance. Merci. Merci François. Maintenant j'appelle Olivier Bastien qui va nous parler de l'accès aux soins, aux dons, particulièrement dans les dons d'organes. Olivier Bastien est donc professeur d'anesthésie et réanimation. Il était très impliqué en transplantation à Lyon et ses qualités font qu'il sont maintenant directeur médical de l'ABM dans le domaine de l'organe transplantation. Merci beaucoup Xavier et merci messieurs et chers collègues de nous donner l'opportunité de développer ce sujet qui effectivement, qu'on vient juste de le dire, la France est souvent dans le top, en permanence, on va dire dans le top 5 au niveau mondial en matière de transplantation, et néanmoins, ce sujet de l'accès aux dons et donc à la greffe est un sujet qui peut assez vite donner lieu à des débats passionnés et prolongés. Alors je ne pouvais pas commencer le topo sans rappeler que toute l'activité autour de la transplantation et du prélèvement est actuellement encadrée par la loi de bioéthique, puisque c'est la période où actuellement la loi de bioéthique est révisée comme il est prévu par la loi tous les 7 ans, et que le débat parlementaire est en cours actuellement cette semaine. Alors, je rappellerai également qu'effectivement, les chirurgiens ont beaucoup d'imagination, mais qu'en matière de prélèvement, puisqu'on est dans un régime d'exception, il faut rappeler qu'on est dans le sens inverse de la loi générale, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Ce qui est l'inverse du principe général habituel juridique. Par ailleurs, toutes ces notions de prélèvement et de don répondent à des valeurs qui sont celles de l'agence, puisque l'agence a été créée par la loi de bioéthique, qui sont l'équité, la transparence, l'éthique et la solidarité. Et les associations de patients sont nous questionnent régulièrement sur le respect de ces 4 valeurs, et en particulier sur celle de transparence et de la solidarité. Et après, on peut en débattre. En 2016, le principe du consentement présumé qui existe depuis 40 ans a été renforcé. On donnera quelques chiffres sur le taux d'opposition et sur l'évolution. Donc actuellement, la loi de bioéthique est en cours de révision. Il y a autour de l'organe et du prélèvement quelques sujets, en particulier autour du donneur vivant, du statut de donneur vivant, mais aussi des sujets sur le don croisé, domaine très particulier, et je crois qu'il y a une autre session en octobre sur le donneur vivant. Mais on a également des points de discussion autour de la consultation du registre du RNR, à quel moment, et sur également des questionnements autour de l'anonymat, et des questionnements aussi sur le principe général, c'est-à-dire est-ce que l'on peut faire des cascades, on va dire, de donneurs, des chaînes, comme c'est le cas en particulier aux États-Unis. Il faut également rappeler que lorsqu'on veut modifier des règles de répartition,
donc modifier les règles qui permettent à chaque équipe d'avoir accès à tel ou tel greffon, eh bien, seule l'agence a la possibilité d'émettre une modification de l'arrêté constituant les règles de bonne pratique, mais ces modifications sont en fait le circuit d'une cascade, on va dire, de débats, d'analyses, d'abord par des groupes techniques avec les professionnels de la transplantation, puis ensuite au sein du conseil médical et scientifique, et au final au sein du conseil d'orientation. Le conseil d'orientation est une organisation un peu spécifique à l'agence de la biomédecine, puisque c'est à la fois un comité d'éthique, mais c'est également un représentant de la société civile, puisqu'il y a à la fois des membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, du Conseil national d'éthique, et 3 parlementaires de l'Assemblée et 3 du Sénat. Donc c'est ce mixte qui fait qu'à un moment, un avis du Conseil d'orientation permet ou non de changer des règles de répartition ou des modifications, comme par exemple la convention qui a permis de faire le prélèvement après arrêt et limitation des thérapeutiques actives, ce qu'on appelle le Maastricht 3. Après cette introduction, où est-ce qu'on en est actuellement en 2019 ? On a eu un 3e plan greffe. À chaque fois qu'il y a un plan, il y a en général des moyens et une relance de l'activité. Ça a été le cas en particulier en 2011. Et poursuivant cette croissance régulière depuis presque 20 ans maintenant, eh bien, on avait calculé une projection qui devait nous amener à 7800 greffes d'organes en 2021, et on avait également projeté un doublement de l'activité des greffes rénales donneurs vivants, puisqu'on a projeté d'atteindre les 1000 greffes rénales donneurs vivants à la fin 2021. Alors, si on regarde sur une très longue échelle l'évolution du don et du prélèvement en France, on voit qu'il y a effectivement une augmentation régulière de cette activité jusqu'en 2018. Il peut y avoir quelques petites baisses temporaires, mais à chaque fois qu'il y a eu un plan greffe derrière, ça a été remonté très rapidement. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Dans certains pays, le prélèvement de sujets décédés après mort encéphalique a baissé déjà depuis plusieurs années et n'est jamais remonté. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la baisse des sujets en mort encéphalique a été compensée en grande partie par l'épidémie d'opioïdes qui sévit actuellement. Et actuellement aux États-Unis, 14% des prélèvements d'organes prélevés sur sujets d'ailleurs décédés sont des sujets décédés après surdosage en opioïdes. Ce qui, heureusement, d'après l'Observatoire français, n'est pas le cas en France. Alors effectivement, ce fléchissement, il est inédit depuis 10 ans, et donc en 2018, on a adressé au ministère et aux professionnels de santé une alerte, puisque contrairement aux prévisions que nous avions faites, eh bien, on avait un décrochage qui faisait penser qu'on aurait du mal à remonter ensuite vers l'objectif du plan greffe. Alors c'est inédit, et ça méritait bien entendu une analyse plus importante. Alors la première analyse a été bien sûr de regarder si les modifications des modalités d'expression du refus avaient eu un impact sur le taux d'opposition et si ce n'était pas le taux d'opposition qui entraînait une baisse de l'activité de greffe et de prélèvement. Donc non, puisque en 2018, le taux d'opposition était de 30%, il était de 33% en 2016, et que donc on n'a pas... Et on a continué, bien sûr, je pourrais développer plus, on a analysé, bien sûr, plus en détail les modalités d'opposition. Donc on a des pistes pour modifier nos campagnes, grand public en particulier, mais en tout cas, ça n'est pas la raison qui explique cette baisse. La politique en matière de prélèvement était également de ne pas privilégier une modalité, mais bien de privilégier toutes les modalités, c'est-à-dire décéder après mort encéphalique ou après arrêt circulatoire. Donc le prélèvement après arrêt circulatoire est autorisé de type Maastricht 1, Maastricht 2 depuis 2005 et depuis 2015 en pratique pour le Maastricht 3 en France. C'est vrai qu'en 2018, le Maastricht 3 n'a pas augmenté de façon aussi importante que sur les 2 premières années. Pour des raisons éthiques, je m'étais interdit et j'avais toujours dit qu'on ne devait pas se fixer, puisqu'on est dans une décision de limitation et d'arrêt des thérapeutiques, on ne devait pas se fixer d'objectifs de prélèvement dans ce contexte, mais que les projections faites à partir des pays, en particulier anglo-saxons ou néerlandais, montrent que
il y a une potentialité importante de développement de ce type de prélèvement et donc de greffe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, et en particulier pour des raisons que je vais ensuite vous développer. Le deuxième évolution, c'est les caractéristiques de la typologie des donneurs, où on voit que la traumatologie routière a bien entendu diminué comme c'était l'objectif ces dernières années, mais on a également une diminution des décès par atteinte vasculaire, avec en parallèle une augmentation de tout ce qui est cause anoxique. Alors, ceci nous a bien sûr interrogés, et ce qui était logique dans le contexte d'une politique beaucoup plus innovante en matière de prise en charge précoce des accidents vasculaires cérébraux, et comme nous avions accès à la fois aux données du registre de l'agence, mais aussi aux données nationales, eh bien on a pu très vite en 2018 regarder l'évolution nationale de la mortalité par accident vasculaire cérébral, et effectivement on a constaté une baisse de la mortalité précoce en tout cas. Il faudra ensuite voir si les travaux de nos collègues neurologues confirment cette baisse de la mortalité sur le long terme. Elle touche particulièrement, enfin en tout cas elle profite tout particulièrement sur la prise en charge des accidents vasculaires ischémiques, avec une baisse de mortalité de 15%. Et lorsque l'on regarde globalement les résultats, les données des données nationales du PMSI, on voit que sur le plan hospitalier, eh bien, c'est bien l'ensemble des établissements qui ont une baisse des décès hospitaliers dans ce contexte de donneurs potentiels. Donc ces résultats montrent qu'il faut poursuivre les efforts en termes de recensement, que chaque donneur recensé potentiel doit faire l'objet d'une prise en charge adaptée de façon à baisser le taux d'opposition. Et c'est la raison également pour laquelle, au niveau du troisième plan greffe, il a bien été précisé qu'il fallait renforcer la politique d'élargir, on va dire, le plus possible les 3 types de dons: décédés après mort encéphalique, par arrêt circulatoire et par don du vivant, là où la France avait le plus de retard, avec donc 3 possibilités: les donneurs vivants proches ou apparentés, le don croisé et la discussion éthique sur le don altruiste. Alors en matière de Maastricht 3, effectivement, après une augmentation assez forte sur 2015, 2016, 2017, on a constaté en 2018 une sorte de plafond, qui était le fait que les centres les plus impliqués ou plus en avance en matière de prélèvement avaient déposé, puisque c'est un conventionnement avec l'agence, un dossier, était autorisé et avait développé, et puis qu'un certain nombre de CHU se retrouvaient, ou de CHG, se retrouvaient en difficulté, soit parce qu'il y avait des oppositions éthiques à l'intérieur de leur établissement, soit parce qu'ils n'avaient pas la compétence médico-technique. C'est un programme qui est lourd, puisqu'il faut mettre les organes sous machine, il y a une circulation régionale normothermique, enfin, il y a tout un environnement médico-technique dont ne disposent pas certains établissements. Il faut rappeler également que la moitié des CHU ne sont pas actuellement conventionnés pour le Maastricht 3. Alors en 2019, les nouvelles sont un peu plus optimistes, puisqu'on a reçu à nouveau des demandes plus nombreuses de nouveaux établissements. Il faut rappeler que l'ensemble du sud-ouest de la France, il n'y avait en dehors de Périgueux aucun établissement qui avait développé un programme Maastricht 3. C'est d'autant plus regrettable que la qualité des greffes dans ce contexte est remarquable. Tous nos collègues européens regardent avec intérêt le programme français, et puisqu'on n'a pas ni de cholangite ischémique, ou pratiquement pas, et on a des délais de reprise de fonction qui sont tout à fait comparables avec les prélèvements sur des donneurs standards en mort encéphalique. Alors l'élément bien sûr qui fait souvent polémique, ou qui donne lieu à beaucoup d'interrogations, en particulier des politiques, c'est de savoir pourquoi il y a des disparités régionales en France, pourquoi certaines régions ont des taux d'opposition plus bas, pourquoi certaines régions ont des taux de prélèvement plus élevés. Alors l'agence avait l'habitude de représenter sous forme de quartile les différentes régions, et pour ne pas gommer artificiellement avec les nouvelles régions plus grosses et diminuer mécaniquement les disparités régionales, on continue, tout en amalgamant, si on peut, pour les ARS, les grandes régions, on continue de le présenter sous les mêmes formes de cartes pour pouvoir se comparer d'une année à l'autre.
Alors certes, il y a des quartiles différents, donc des disparités qui existent. Néanmoins, il faut analyser non pas des données brutes, je pense, parce que ces disparités, elles existent, y compris dans des pays comme l'Espagne. Vous n'avez pas le même taux de prélèvement en Catalogne ou au Pays Basque. Donc ces disparités, elles existent et elles correspondent aussi à des différences en termes de population, d'âge, d'organisation hospitalière, etc. Et donc, pour ce faire, on a essayé de développer un modèle qui était l'équivalent de ce que vous connaissez pour les transplantations d'organes. Vous savez que depuis des années, on fournit les résultats équipe par équipe des greffes d'organes dans ce qu'on appelle un funnel plot, c'est-à-dire un entonnoir qui tient compte, la forme de l'entonnoir étant la variance, on va dire, et tout ce qui est à l'intérieur de l'entonnoir veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les différentes équipes, soit en termes de résultats, mais ceci à parier sur des facteurs de risque ou des facteurs qui permettent de pondérer ces différences. Ça peut être la taille de l'établissement, la présence de la neurochirurgie, etc. Donc on a fait le même travail, mais cette fois-ci sur l'activité et le taux de prélèvement standardisé sur les réseaux de prélèvement, et vous voyez qu'il y a très peu de centres ou d'établissements de réseau qui sortent du funnel plot. Donc en fait ces disparités, elles existent, mais elles ne sont pas aussi significatives qu'on veut bien le dire. Et voilà, une analyse statistique un peu plus fine nous rassure et nous montre que certes il y a des potentialités, mais il faut en tout cas renforcer nos moyens sur certaines régions. C'était le cas par exemple pour la Réunion. On a fait plusieurs missions d'appui pour relancer l'activité, et depuis ce graphique, eh bien, l'activité de prélèvement et de greffe rénale à la Réunion a doublé. Donc on peut réussir à obtenir. Alors ce qu'il faut également bien intégrer lorsqu'on compare au niveau européen les données de greffe et de prélèvement, c'est que dans certains pays, il y a certes un peu plus de prélèvements qu'en France, mais il y a en France une filière de qualité du prélèvement jusqu'à la greffe qui fait que pour le rein, par exemple, moins de 10% des reins prélevés ne sont pas utilisés, ne sont pas greffés. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, puisque par exemple en Espagne, où il y a un taux de prélèvement supérieur, il y a 25% des reins prélevés qui ne sont pas au final greffés, parce qu'ils n'ont pas la qualité requise au final, et que les chirurgiens ne les transplantent pas. Ce qui se traduit par le fait qu'avec des taux de prélèvement un peu plus faibles que l'Espagne, on puisse par exemple pour le cœur faire plus de greffes par million d'habitants en France qu'en Espagne. Voilà. Enfin, le dernier élément, bien entendu, de l'analyse de ces disparités, c'est de se dire qu'on peut peut-être, avec une organisation ou des règles de répartition différentes, gommer une partie de ces différences régionales et essayer de lisser ou d'améliorer l'équité. C'est ce que demande très fortement un certain nombre d'associations de patients. Alors, il y a 3 modalités, en fait, si on veut schématiser l'attribution des organes. Il y a l'attribution par centre, ce qui était le cas historique dans les attributions régionales, et ce qui est le cas encore dans beaucoup de pays. Il y a le fait de ce qu'on appelle l'organ sharing, c'est-à-dire donner un certain nombre de priorités, puis ensuite on suit ces priorités, donc ça peut être une priorité hyper-immunisée, une priorité urgence vitale, etc. Puis on suit l'ordre des priorités, puis ceux qui n'ont pas de priorité, ils passent par ordre d'ancienneté, on va dire. Et puis il y a une troisième modalité qui est le développement d'un score, c'est-à-dire une sorte d'optimisation mathématique, de modélisation de l'allocation, qui permet avec différentes items, d'évaluer les risques pour le receveur de décéder en liste d'attente, le risque ou le bénéfice, on va dire, de faire une transplantation, et puis tenir compte également de la géographie de santé, c'est-à-dire la modélisation du transport et du délai d'ischémie. C'est ce qu'on a essayé de faire à l'agence avec d'abord le score rein, puis le score foie, puis depuis 2018 le score cœur. Alors, est-ce que ça permet réellement d'améliorer cette équité ou cette diminution ? Eh bien, par exemple, je vous ai mis quelques exemples. En greffe hépatique, eh bien, la 4e version du score a permis, par exemple, de diminuer la mortalité en liste d'attente. Et donc, diminuer la mortalité, c'était ce qu'on avait simulé quand on a testé les modifications du score. Et puis, c'est bien ce qu'on a observé a posteriori. En greffe rénale, on a aussi essayé d'améliorer l'accès pour les jeunes, parce que c'est un investissement pour l'avenir, c'est moins de retransplantation, c'est une reprise du travail, et c'est des jeunes qui vont avoir une durée de bénéfice après la greffe plus importante.
Donc cette priorité pour les jeunes, elle n'existe pas dans tous les pays. Il y a des pays qui n'ont pas de priorité jeunes. On avait proposé cette modification en 2015, elle a été mise en place, et vous voyez qu'effectivement les classes 18-40 ans par exemple ont amélioré leur accès à la greffe, ce qui était l'objectif du score. Voilà, donc on peut, je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à ces questions qui sont effectivement assez larges et qui dépassent effectivement parfois des données strictement médicales. Merci. Je vais faire un commentaire. Je pense qu'il y a des données qui sont relativement inquiétantes par rapport justement au nombre de prélèvements qu'on est capable de faire. On peut se demander si les capacités qu'on a dans nos hôpitaux ne sont pas un peu dépassées, parce qu'on observe que pour les arrêts circulatoires, on a une diminution après un engouement de cette technique qui met en jeu le SAMU qui vient cueillir le patient sur place, la réanimation, la montée des sondes de gyno ensuite. Cette technique, le Maastricht 3 aussi, diminue. Et tout ça, c'est très consommateur de personnel dans un système hospitalier où on a verrouillé tous les accès opératoires, on est en flux tendu par rapport au personnel. Nous, à Lyon, on a eu beaucoup de difficultés à trouver une infirmière pour les Maastricht 3. Il a fallu avoir des horaires particuliers. Et donc, on se demande si, justement, on n'est pas aux limites de ce qu'on arrive à faire. Et puis, il y a une autre donnée qui est aussi inquiétante, c'est les donneurs vivants qui diminuent de façon importante, alors que c'est quand même la solution de facilité, c'est le jour, la logistique est beaucoup plus facile. Est-ce que tu as des commentaires ? Alors le donneur vivant, je l'ai réservé pour octobre, puisque vous avez une session spécifique, mais pour le Maastricht 2, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a effectivement, on a atteint à un moment les limites du système, et il faut peut-être soit reconcentrer les équipes et les moyens pour donner à des équipes plus en capacité, on va dire, de répondre à ce travail souvent nocturne, etc. Donc ça fait partie, puisque vous avez un débat aussi des régimes, enfin de la réforme des régimes d'autorisation et de la réflexion qu'on peut avoir sur le modèle organisationnel. Et pour le Maastricht 3, ça augmente. Mais ce qui nous inquiète, c'est que ça n'augmente pas et que certains gros CHU n'ont pas encore franchi le pas, alors qu'ils ont probablement les moyens de le faire, quoi. Oui, moi je voulais. J'avais un commentaire, deux questions. Les deux questions, je crois que le président Martin a dit. La diminution des moyens qui sont donnés à l'hospitalisation publique fait que on ne peut pas s'étonner des résultats. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde vit, que tout le monde voit. Et comme c'est le seul budget qu'on peut contrôler, c'est le budget qui diminue le plus et c'est lui qui est en plus de difficultés. Alors le commentaire que je voulais faire, c'est que l'ABM a beaucoup de chance de t'avoir, mais en même temps, je pense que travailler à l'Agence de la biomédecine, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la seule institution que j'ai connue, une institution administrative, qui se pose, qui travaille avec les professionnels. Toutes les règles sont faites avec les professionnels. Ce n'est pas des administratifs, c'est pas 4 énarques, 5 énarques, ou des gens qui ont une énorme mesure qui vont prendre des décisions. Ces décisions sont toujours prises avec les professionnels. Et ça entraîne quoi ? Ça entraîne ce qui vous a été donné au dernier, c'est-à-dire que vous avez là une grosse administration qui a un budget important, qui a des réglementations et qui est capable en permanence de changer, qui est capable en permanence d'évoluer parce qu'elle a une approche scientifique et non pas une approche administrative. Alors, ce qui est un peu en contradiction avec ta dernière phrase, c'est-à-dire quand la question est posée, comment se fait-il qu'il y a des difficultés dans l'hôpital public, la réponse, c'est sûrement pas revoir les autorisations, revoir. La réponse, elle va être aussi, à un moment donné, c'est pas possible d'avoir un plan greffe sans avoir une augmentation des moyens. Alors, pour les moyens, oui, on a beaucoup plaidé cette cause, j'en suis totalement conscient, je connais énormément de choses sur beaucoup d'équipes et les difficultés de chaque équipe.
on a obtenu 1 million d'euros en plus du budget. Voilà, on l'a ciblé sur les donneurs vivants, donc certaines équipes ont reçu plus de 100 000 euros pour essayer de relancer l'activité de donneurs vivants, pouvoir recruter des infirmières de coordination, etc., ou accéder à des blocs de façon différente. Après, les moyens, c'est une chose, il faut aussi que ces moyens arrivent au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de moyens ciblés, avec beaucoup de facs, de forfaits, etc., dont l'enveloppe n'a jamais baissé. Elle a plutôt tendance à augmenter, puisque c'est en plus de la T2A, quand même, le FAG, le CPO, et tous ces forfaits. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrivent au bon endroit. Voilà. L'inscription des prélèvements des reins, poumons, foie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir prélever également le cœur? Ce que j'ai pu voir, c'est que cela représente à peu près à 200 les fronts cardiaques, c'est-à-dire que ça permet d'augmenter de 50% de la transplantation cardiaque. Alors, c'est vrai, hein, on a commencé avec un groupe de la Société française de chirurgie cardio-thoracique à réfléchir sur les modalités techniques du prélèvement de cœur après arrêt cardiaque. Il faut bien reconnaître que c'est quand même assez compliqué d'aller prélever un cœur qui vient de faire un arrêt cardiaque, pour ensuite le réhabiliter, le mettre sous machine, et puis ensuite le regreffer dans des conditions de sécurité. Bon, donc ça se fera. Ça a commencé à se faire en Grande-Bretagne et en Australie, pour des raisons différentes, puisqu'ils ont moins de morts encéphaliques que nous. Voilà. Après, avant de faire cette chose compliquée, il faut aussi que dans chaque hôpital, on soit capable de faire une coronarographie sur un sujet, un donneur décédé. Et toutes les semaines, on est appelé la nuit parce qu'on a un donneur potentiel et on ne peut pas obtenir de coro. Voilà. Donc ça, c'est aussi la réalité, on va dire, du terrain. Dernière question, Gérard Pascal. Oui, pour le donneur vivant et concernant le foie, hein, que je connais. Il y a probablement une notion économique que vous avez citée, mais je crois quand même qu'il y a finalement un nombre relativement limité d'équipes qui en font et qui disposent finalement de moyens économiques qui leur permettraient probablement de faire plus. Donc il y a autre chose. Autre chose, c'est le phénomène sociétal. C'est-à-dire que voilà, la complication sur le donneur vivant est un drame absolu à l'époque de la mondialisation, de la communication à outrance et du principe de précaution. Je crois que les équipes sont de plus en plus réticentes, prudentes, au moins prudentes, voire plus, à faire du donneur vivant. Je crois qu'il y a quelque chose à faire probablement en termes de, je sais pas, de communication ou autre. Et je verrai plus ce volet-là, mais je parle pour le poids, probablement je sais moins. Mais je pense qu'il y aura probablement quelque chose à faire plus dans ce domaine de plaidoyer pour l'attribution de ces greffons sur le donneur vivant qu'en termes économiques. Il y a aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a aussi, comme je le disais à Xavier en aparté avant, le problème de la formation spécifique dans ce type de chirurgie, qui est plus compliquée, qui est plus risquée, qui est très particulière sur le plan vasculaire, sur la suture. Bon, quand on voit qu'au Samsung Medical Center, ils ont fait 1000 greffes de foie donneurs vivants, on se dit qu'il y a quand même des modèles qui marchent, avec des bons résultats, et que si on veut le développer, il faut effectivement peut-être avoir des centres spécialisés dans ce type d'activité.